Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien on va parler de la face cachée du métier d'artiste. Il se trouve que cet été, j'expose dans une commune du Finistère à Plougonvin. Et c'était le vernissage la semaine dernière. Et durant ce vernissage, j'ai par 2 fois été questionnée sur la question du prix des toiles. Donc c'était premier cas la responsable de la culture de la commune qui a laissé entendre à quelqu'un, je voyais bien leur petite mine et leur manière de discuter un peu en catimini, que mes toiles étaient chères et que sans doute elle considérait que cela était trop cher. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec une autre artiste qui elle fait des aquarelles et toutes ses amies lui disent c'est trop cher, il faut que tu baisses tes prix. Et donc on en a discuté, elle se demandait ce qu'elle devait faire parce que pour elle, c'était pas excessif ce qu'elle demandait. Ce dont les gens ne se rendent pas compte, et c'est bien normal parce que ça n'apparaît pas, c'est que la toile, c'est en fait la partie émergée de l'iceberg du travail de l'artiste. Et que derrière, il y a énormément de choses qui sont faites et qui ne se voient pas. C'est du travail invisible, mais il faut bien se rémunérer d'une manière ou d'une autre par rapport à ce travail invisible. La peinture, c'est aussi, quand on s'achète une toile, c'est un produit de luxe. C'est pas une botte de poireaux, c'est même pas un livre, c'est une pièce unique qui a demandé parfois des heures de travail, et donc il me paraît tout à fait justifié que le prix soit en rapport avec les efforts qui ont été fournis, avec le fait que ce soit une peinture unique. Et il faut savoir aussi que l'artiste est encadré par un statut très particulier qui ne l'autorise à vendre quasiment que des pièces uniques. À partir du moment où on voudrait faire autre chose, c'est-à-dire si je voulais par exemple faire des posters avec mes toiles, si je voulais faire des cartes postales, si je voulais mettre des reproductions de mes toiles sur des mugs ou sur des trousses, eh bien je changerais de statut et à ce moment-là je ne pourrais pas faire rentrer ces activités dans le cadre de mon travail d'artiste parce que c'est interdit par le statut qui est très encadré et d'une certaine manière très limitant aujourd'hui, donc ça il faut le savoir aussi. Donc l'œuvre d'art est une œuvre singulière, une œuvre unique, il n'y en aura pas deux au monde pareil, et donc c'est cette singularité que l'on paye, mais aussi tout le travail qui a été fait en amont, et donc c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que on ne se rend pas compte, on ne le voit pas, quand on va voir une exposition, on voit des tableaux, et on n'imagine pas toujours tout ce qui a été fait par l'artiste pour arriver à ce moment-là. La première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est l'expérience et l'apprentissage. Derrière la toile d'un artiste, il y a souvent des années d'expérience, des années de travail, mais aussi des années de formation. Moi, quand j'ai commencé il y a 8-10 ans, un petit peu moins de 10 ans, eh bien forcément, on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre. Et donc, on suit des formations, et ces formations, eh bien, on les paye de notre poche pour pouvoir apprendre, pour pouvoir explorer de nouvelles techniques. Et donc ces formations, on les suit parce que ça nous intéresse, parce que c'est la direction dans laquelle on veut aller, mais il n'y a pas un employeur derrière, il n'y a pas un compte formation qui nous permet de les suivre de manière gratuite, on va dire, ou en ayant cotisé par ailleurs de toute façon, mais là c'est différent, on y va de notre poche, et moi, depuis le moment où j'ai commencé, j'évaluerais les dépenses de formation que j'ai faites à environ 3 000 €, ce qui n'est pas rien. Quand on est artiste, on est seul pour faire son travail. Personne ne nous dit de nous lever le matin, personne ne décrète ce qu'on va devoir faire dans la journée. C'est à nous entièrement de décider de la manière dont on veut mener notre barque et comment on veut travailler. Alors, c'est formidable cette liberté, mais c'est aussi extrêmement difficile à gérer parfois, justement parce qu'on est seul et qu'il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir quelle est la manière dont
quand on travaille le mieux? Est-ce qu'on est du matin? Est-ce qu'on est du soir? Est-ce qu'on préfère travailler par série? Est-ce qu'on préfère travailler de manière saisonnière? Est-ce qu'il y a des moments où on fonctionne différemment? Quand on est une femme, est-ce que par exemple les cycles ont une influence sur notre créativité? Donc tout ça, il faut apprendre et le découvrir par soi-même. Et puis, bien sûr, la création, c'est formidable, mais c'est aussi quelque chose qui demande d'aller puiser en soi de manière très profonde et qui touche à des choses avec lesquelles on n'est pas forcément confortable. Donc, il faut apprendre à se motiver, il faut apprendre à débusquer les croyances limitantes qui nous empêchent peut-être de progresser. Il faut faire face aux doutes, il faut faire face à la peur, il faut faire face à la culpabilité, parce que quelquefois, le temps qu'on consacre à son art, eh bien, c'est du temps qu'on ne donne pas à autre chose, qu'on ne donne pas à sa famille, qu'on ne donne pas à ses amis. Et donc, il faut être clair par rapport à tout ça. Il faut être clair aussi par rapport à la manière dont on veut faire connaître son travail. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être extrêmement timides ou mal à l'aise, qui peuvent avoir des difficultés pour être en public. Donc tout ça, ce sont des problèmes qu'il va falloir régler, parce que sinon, notre travail va rester dans des tiroirs ou dans des placards et il ne verra jamais la couleur du jour. Et donc cela nécessite évidemment de se former par rapport à ça aussi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller un peu plus loin. Et donc, éventuellement, de lire beaucoup d'ouvrages d'ouvrages de développement personnel, de psychologie, éventuellement de consulter un psychologue ou d'avoir un coach qui va nous aider à mettre en place notre travail, parce qu'il n'y a pas que l'aspect créatif, il y a aussi l'aspect entreprise. C'est une micro-entreprise, un artiste, parce que si on veut vendre son travail, eh bien, il faut se faire connaître, il faut trouver des lieux d'exposition, et donc pour tout ça, eh bien, il faut aussi être à l'aise, il faut aussi être capable de parler, et puis par exemple, pour se faire connaître, eh bien, il faut faire des vidéos, et donc là c'est pareil, hein, il faut apprendre à parler en public, et c'est des choses qui s'acquièrent, c'est des choses qui demandent qu'on y passe du temps, c'est des choses qui demandent qu'on s'entraîne et qu'on les pratique régulièrement pour s'améliorer. La technologie, c'est aussi un aspect extrêmement important du travail de l'artiste. Dans l'exposition que je fais en ce moment, j'ai croisé des personnes qui sont des artistes amateurs, mais il y en a qui n'ont même pas d'adresse mail, il y en a une, elle ne savait pas la différence entre un site et une page Facebook. Donc là, on voit qu'il y a un énorme retard, notamment en France, sur toutes ces questions-là. Il y a des personnes qui sont vraiment à la traîne dans ce domaine et c'est préjudiciable. Et donc, quand on est artiste et qu'on veut se faire connaître, eh bien, il va falloir acquérir un nombre de savoir-faire assez impressionnant pour pouvoir, par exemple, créer son site, savoir l'administrer, savoir le nourrir, créer des pages de blog, par exemple, mettre des photos. Il faut aussi apprendre, par exemple, à gérer une plateforme de cours en ligne, si c'est des choses qu'on a envie de faire. Il faut savoir parler devant une caméra, je l'ai dit. Il faut savoir faire des photos de qualité aussi de son travail pour pouvoir le montrer. Il faut apprendre à se servir des réseaux sociaux. Il faut apprendre, par exemple, le SEO, le Search Engine Optimization, pour pouvoir être facilement trouvé quand on écrit des billets, pour que les gens puissent nous trouver sur Internet. Bref, il y a tout un tas de choses à apprendre au niveau de la technologie. Et donc, on peut avoir aussi besoin de mettre en place une newsletter. Et donc là, il va falloir apprendre à se servir d'une plateforme pour pouvoir gérer les adresses mail qu'on va recueillir. Et puis ensuite, envoyer ces newsletters régulièrement. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de compétences techniques à acquérir. Et tout cela se fait aussi sur le tas, on apprend en faisant, on apprend par soi-même, et ça prend énormément de temps. La semaine dernière, rien que pour faire les pages de présentation de mes stages à Baudebillon à partir de la rentrée, eh bien ça m'a pris 4 heures, le temps d'écrire le contenu, de le mettre en forme, de le mettre sur mon site, de publier ma page, de vérifier que tout allait bien, de faire des réglages parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas, c'est pas aligné, ça n'apparaît pas
comme on voudrait. Et donc tout ça, ça prend du temps. Ce week-end, j'ai aussi revu l'identité de mon site, donc j'ai remis les choses en place. Ça m'a pris quasiment une journée et j'ai pas fini. Donc tout ça, ça se voit pas. Ça se voit pas. C'est du travail qui est complètement invisible pour les gens qui viennent voir notre site, pour les gens qui viennent voir nos toiles. La partie communication et relationnelle est extrêmement importante également. Donc il faut savoir répondre des mails, et pour ça, on l'a dit, il faut déjà avoir une adresse mail, il faut savoir répondre aux demandes des gens, il faut peut-être, si on a une boutique en ligne, eh bien, pouvoir communiquer avec les clients, savoir aussi créer des présentations qui donnent envie, hein, avec des photos qui sont bien faites, avec des photos sous différents angles. Tout ça, ça prend du temps. Et puis de rédiger une description, créer des fiches produits, enfin tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis il faut savoir démarcher des galeries ou des lieux associatifs pour pouvoir présenter son travail et éventuellement exposer. Quand on expose, eh bien, il faut assurer les vernissages, il faut être capable de parler de sa démarche, de son parcours avec les gens qui posent des questions, il faut être capable de répondre sur les techniques qu'on emploie, sur ses sources d'inspiration, sur le temps que ça nous prend. Si on a un site, eh bien, il faut l'alimenter, il faut écrire des billets de blog, ou bien il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut répondre aux commentaires, il faut répondre aux demandes des gens. Pareil, si on a une chaîne YouTube, on doit répondre aux commentaires, on doit être là, et on doit aussi saisir les sujets qui intéressent les gens qui viennent sur notre chaîne et y répondre d'une certaine manière. Et puis, il peut y avoir tous les événements qu'on organise à côté, ça peut être des portes ouvertes de son atelier, par exemple. Et bien là, c'est pareil, il va falloir accueillir les gens, leur montrer, leur expliquer, et savoir se mettre en valeur et savoir parler de son travail. En ce qui concerne l'organisation et la logistique, eh bien, toujours pareil, à nous de savoir comment on a envie de travailler, comment on a envie de s'organiser, quels sont les délais, quels sont les événements auxquels on va participer qui vont nécessiter une création particulière, par exemple. Donc à nous de gérer tout ça. Et puis après, il y a des éléments qu'on ne voit pas non plus, mais qui sont extrêmement importants. Par exemple, un tableau, une fois qu'on a fini de le peindre, on n'a pas fini. Il faut le protéger avec une couche de gel acrylique, et puis il faut le vernir. Et le vernir, on le vernit en 2 ou 3 fois, et puis il faut accrocher derrière un système pour que les gens puissent le mettre directement sur leur mur quand ils l'achètent, quand ils achètent la peinture. Il faut mettre une étiquette, il faut recenser toutes ces toiles, et puis en tenir le décompte, bien évidemment, pour savoir si on a des toiles dans plusieurs endroits où elles sont, et si elles ont été vendues, si on les a toujours, enfin voilà, donc il faut gérer tout ça. Et puis, si on vend une toile en ligne, par exemple, eh bien, il faut emballer la toile, il faut la mettre dans un carton qui la protège, donc il faut avoir ces cartons, il faut avoir commandé ces cartons, il faut les avoir à disposition, s'assurer qu'on a toujours un stock pour pouvoir les envoyer, et puis, eh bien, il faut donc emballer la toile, et puis il faut aller à la poste après, et expédier tout ça, et tout ça c'est pareil, hein, ça prend un temps que personne ne voit, et qui est vraiment extrêmement important. Alors, si on participe à un événement, si on crée une exposition, si on fait une exposition, eh bien, il faut aussi créer des flyers, il faut aussi créer des affiches, et puis ces affiches, eh bien, il faut aller les déposer dans certains endroits pour que les gens les voient. Et donc, eh bien, on peut passer facilement une demi-journée ou une journée à aller de lieu en lieu, comme ça, pour déposer ces affiches, les coller, et puis faire sa propre pub, en espérant que les gens viennent. Si on contacte la presse, eh bien, il faut être disponible pour répondre aux questions, pour faire un article. Et ça aussi, c'est encore des heures de travail qui s'accumulent. Et puis, si on propose des stages, par exemple, dans un lieu physique, eh bien, il faut s'assurer que ce lieu est propre, qu'il est rangé, qu'il dispose de tout le matériel nécessaire, qu'il est chauffé. Il faut accueillir les gens, et tout ça, c'est pareil, c'est du travail. Alors voilà, j'ai essayé de vous dresser un peu un panorama qui n'est pas exhaustif
de tout ce que je fais et qui ne se voit pas, et qui donc, d'une certaine manière, doit rentrer dans le prix de mon travail aussi. Donc effectivement, on a tendance à considérer dans la société que la création est quelque chose de formidable et que les artistes c'est une forme de rémunération déjà, que de faire un travail passionnant. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, que ce soit dans le secteur du livre par exemple, ou bien les artistes plasticiens, eh bien on avait un peu tendance à considérer que le simple fait d'exposer ou de pouvoir parler de son livre, c'était une rémunération en soi. Les choses sont en train de changer, fort heureusement, mais je crois qu'il faut vraiment communiquer sur ça aussi, parce que aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas, eh bien, on a l'impression que ça n'existe pas, et pourtant, c'est bien réel. Et je peux vous dire que sur une semaine, parfois, je ne passe qu'une matinée ou 2 matinées à peindre, et tout le reste est consacré à autre chose, à concevoir les stages que je veux proposer, à maintenir mon site en état, à apprendre le SEO pour pouvoir être plus trouvable dans les résultats de Google par exemple, à alimenter les réseaux sociaux, quoique ça j'ai de plus en plus de mal à le faire, je suis vraiment... Mais voilà, il y a énormément de choses et donc tout ça ne se voit pas. Alors la prochaine fois que vous irez voir une exposition et que vous verrez le prix des toiles, eh bien essayez de penser à tout ça, essayez de penser que le travail de l'artiste ne se concentre pas sur la surface de la toile, hein, c'est pas juste 30 par 30 avec quelques morceaux de collage et un peu de peinture. Derrière, en amont, il y a aussi énormément de travail et donc partagez, faites-le savoir aux gens parce que trop facilement on considère que les artistes sont des gens qui vivent un peu d'amour et d'eau fraîche et qu'une fois qu'ils ont fait 3 petits gribouillis sur une toile, l'affaire est dans le sac. Eh bien non, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et puis si vous êtes artiste en devenir, eh bien je pense que ma vidéo vous permettra aussi de voir tout ce qui vous attend et il y a beaucoup de boulot. Une petite annonce avant de clore ce chapitre. Sur mon site, vous allez trouver les informations pour les stages de la rentrée et pour la capsule de création temporelle que j'ai mise en place dans le groupe Art System. Et je vous invite à aller découvrir ça en allant consulter mon site. Bonne fin de semaine et à bientôt.